Tout d'abord, je tiens à vous dire que je préfère m'adresser à vous comme un ami et non comme un père. Un père s'adresse à ses enfants et vous n'êtes pas des enfants à qui on fait la leçon. Ce serait mon premier souhait, que nous nous reconnaissions comme des amis et adultes dans notre histoire commune européenne. Le 9 mai 1950, lorsque j'ai prononcé ma déclaration, à laquelle vous avez donné mon nom, nous avions en tête, avec Jean Monnet, le projet d'une Europe fédérale, qui devait commencer par un premier pas. Oui, j'insiste sur le fait que c'était le premier pas dans le but d'une fédération. Et même si ce projet n'était pas complètement partagé par tous les partenaires, au moins nous en parlions, nous en débattions. Le mot et l'idée de fédération n'étaient pas tabous, comme il l'est aujourd'hui pour beaucoup d'Européens. Bien que, paradoxalement, l'Union européenne soit un point d'avancement et d'évolution que nous ne pouvions même pas imaginer. C'est là le paradoxe, votre paradoxe et votre impasse actuelle. Faire une communauté industrielle entre la France et l'Allemagne de l'Ouest en 1950, mettre en commun l'industrie du charbon et de l'acier, à cette époque de reconstruction, était un défi inimaginable pour des millions d'Européens qui avaient souffert de la barbarie nazie. Décider qu'une production industrielle stratégique ne deviendrait pas un fleuron national et une fierté nationale d'un pays vainqueur, mais un fleuron et une fierté d'une Europe réconciliée, c'était aller à l'encontre de presque toutes les opinions publiques. Pour célébrer ce 9 mai, il ne faut pas oublier les rancœurs et les haines encore chaudes des Européens vainqueurs à l'encontre de l'Allemagne, 2 fois combattus en 2 conflits mondiaux les plus meurtriers de toute l'histoire humaine. Transcender cette haine populaire, ces ressentiments politiques, cette inimitié viscérale était un acte de courage qui n'a été possible que par la volonté de gouvernements visionnaires, car il n'y avait aucun consensus populaire. Mais nous savions que les Européens qui avaient subi la violence du nazisme finiraient par transcender eux aussi leurs propres ressentiments et par désirer aussi fortement que leur gouvernement une paix durable et irrévocable. La plupart d'entre vous sont nés dans cette paix, et beaucoup ont tendance à croire qu'elle est aussi naturelle que la guerre l'était pour ceux qui vivaient dans le monde d'avant. Vos gouvernements même, dont les représentants sont nés dans cette paix, ont parfois tendance également à oublier le monde meurtrier d'où ils sont issus. Ils négocient des traités européens sans ne plus avoir en tête ce que nous avions en tête dans les années 50. Ceux qui ont signé le traité de Rome avaient encore en tête les horreurs et les fantômes de la guerre. Ils l'avaient vécu. Après 10 ans, les plaies, les images, les séquelles, les stigmates étaient encore tatoués sur nos peaux. Et le monde était au bord d'une 3e guerre mondiale. Pour célébrer ce 9 mai, il faut faire cet effort de mémoire d'un monde où l'Europe devait s'affirmer comme une 3e voie, face à 2 superpuissances pour lesquelles les autres pays du monde étaient des pions sur un échiquier. Il fallait que l'Europe s'unisse, ou qu'elle prenne le risque de disparaître. Bien sûr, je ne serai pas hypocrite en vous disant que cette perspective d'abandon progressif de souveraineté nationale est née seulement par idéalisme. Mais la contrainte de la réalité historique, la pression des événements, nous met toujours face à 2 positions. Ou bien nous vivons dans la nostalgie du passé en adorant des statues, ou bien nous faisons des choix nouveaux et audacieux pour écrire une nouvelle histoire. L'Europe avait besoin d'écrire son histoire. Il n'existait jusqu'alors qu'une histoire des nations dont l'Europe n'était qu'un décor. Elle ne devait plus être un théâtre, mais une actrice. Et cette actrice ne parle pas au nom d'un peuple, mais de tous ses citoyens.
L'idée de peuple est tellement vague qu'elle sert à toutes les formes d'idéologie, même les plus contradictoires. Il y a toujours une tendance à l'homogénéité dans l'idée de peuple, alors qu'une société est profondément hétérogène. Les sociétés démocratiques modernes, hétérogènes et multiculturelles, doivent davantage défendre les droits de tous les citoyens dans cette pluralité et cette diversité. Unis dans la diversité. N'est-ce pas la devise de notre Europe ? Alors oui, si j'ai déclaré ce 9 mai 1950 que la production européenne du charbon et de l'acier était nécessaire à la réconciliation des ennemis du passé, c'était en pensant surtout à tous les citoyens européens, ceux qui avaient pris les fusils, les armes, ceux qui, loin des cabinets ministériels, étaient tombés sous les balles et les bombes. C'était en pensant à chacune, à chacun d'entre eux, à chacune et chacun d'entre vous aujourd'hui, ceux à qui on ne devait plus jamais demander de subir cette violence. Aujourd'hui, le Parlement européen, même s'il a gagné la bataille du suffrage universel, est l'institution la plus faible de l'Europe unie. Comme je l'ai dit, l'union économique était un premier pas, car avec Jean Monnet, nous voulions aussi une union politique. Vos chefs d'État qui se réclament de nous, qui ont inscrit nos noms, avec celui de Spinelli notamment, sur les murs des institutions de l'Europe, devraient s'en souvenir. Et s'ils ne s'en souviennent pas, je vous parle aujourd'hui pour que vous vous en souveniez et que vous poursuiviez le travail que nous avons commencé il y a 70 ans. Exigez de vos députés européens, seuls légitimes à vous représenter car élus dans la diversité de vos opinions, précisément celles qui figurent dans la devise de l'Union européenne, qu'ils fassent du Parlement l'institution fondamentale du projet de fédération européenne. Eh bien non, l'Europe n'est pas la maison du compromis, comme je l'ai entendu de la bouche d'un député européen. L'Europe est notre maison commune, donc celle de nos intérêts communs et de l'idée même de servir le bien commun des Européens. Il ne s'agit pas de négocier ce qui est le moins désavantageux pour les intérêts particuliers des uns et des autres, mais ce qui est le plus avantageux pour l'intérêt de tous. Et d'abord des personnes, des habitants de l'Europe, de ceux qui y vivent, de ceux qui y transitent, de ceux qui, par désespoir, ont besoin de l'asile de l'Europe, patrie des Lumières et des droits fondamentaux de l'être humain. C'est au Parlement que cela doit se jouer, au grand jour, et non dans les coulisses obscures de Bruxelles. Vous n'avez pas à croire en l'Europe. Vous y êtes. Vous n'avez cessé d'y être de plus en plus depuis 70 ans. L'Europe n'a pas besoin d'un acte de foi, comme si nous n'avions rien signé pour engager irréversiblement nos pays dans l'Union. Elle a besoin de s'accomplir enfin dans un acte politique, sans quoi elle se fera toujours par défaut, car elle se fait chaque jour en dépit de ce qu'on pense d'elle. Elle n'est pas en construction, comme on regarde un chantier inhabité. Ne parlons donc plus de construction européenne, abus de langage pour faire croire que l'Union européenne n'existe pas, mais parlons d'action européenne. Exigez de vos députés qu'ils reprennent le projet de constitution européenne, ne serait-ce que pour retrouver un peu de dignité dans des institutions où ils sont plus des quémandeurs, des solliciteurs, que de véritables acteurs et actrices, moteurs de l'Union. Nous sommes devenus des Européens par les liens historiques et juridiques que nous avons tissés et renforcés depuis 70 ans. Il est temps que nous soyons des Européens encore davantage, par l'union de nos liens d'amitié et politique. C'est notre Europe. C'est un fait. Nous n'avons pas besoin d'y croire, mais de la vivre. Et il est grand temps que vos élus locaux et nationaux qui ont choisi ce mode de vie européen vous parlent enfin de la fierté et du bonheur de cette paix européenne.